Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus. Place à l'info du week-end avec à la une de l'actualité régionale ce soir, la découverte du corps d'un des 3 marins disparus hier au large de Capesterre-Belle-Eau. Le propriétaire du bateau qui a chaviré aurait été identifié. Les recherches qui se sont poursuivies et ont été étendues à de nouvelles zones ont été suspendues en milieu d'après-midi. 2 hommes restent introuvables ce soir. L'airbag défectueux qui a provoqué la mort d'une mère de famille récemment à Gourbert est-il en lien avec le rappel des 4000 véhicules Citroën qui présentaient un défaut de fabrication des airbags? C'est l'enquête de notre journal. Une route jugée dangereuse et déjà 3 personnes mortes dans des accidents de la circulation sur cette portion de la départementale à Morin-Saint-Claude. Les habitants du quartier demandent à la municipalité davantage de sécurité. Et puis la victoire du duo Charlotte-Yven et Loïs Béréard sur la Transat en double mixte entre Concarneau et Saint-Barthélemy. 18 jours de traversée pour le binôme qui était donné comme favori dès le départ. Les 2 skippers ont franchi la ligne ce vendredi très tôt. Le corps d'un homme a donc été retrouvé sur la plage de Sainte-Claire à Goyave ce matin. Il s'agirait bien de l'un des 3 disparus au large de Capesterre hier. Les recherches pour retrouver les 2 autres pêcheurs qui ont chaviré ont été suspendues en milieu d'après-midi. On fait le point avec Alexandre Ouda et Ludovic Guétu. 7h30 ce matin sur la plage de Sainte-Claire à Goyave. Alors que les recherches viennent à peine de reprendre, un corps a été repéré sur le rivage par les pompiers. Pendant que le médecin constate l'état de la victime, une des familles de l'un des disparus s'approche. Il s'agit bien de l'un des 3 hommes perdus en mer la veille. Une nouvelle qui affecte quelque peu l'espoir qui régnait encore ce matin chez les pompiers, mais qui ne baisse pas les bras pour autant. Nous sommes confrontés actuellement aux conditions météorologiques, forcément. Il y a les vagues, il y a le courant, et donc on est en train d'activement essayer de rechercher les victimes. Avec l'espoir de retrouver des victimes vivantes. Nous arrivons jusqu'au secteur de Petit-Bourg, jusqu'à Petit-Bourg, et nous remontons également jusqu'au niveau du bourg de Capesterre. Donc pour essayer de ratisser suffisamment large pour avoir une assez grande zone pour la recherche. Des recherches qui avaient démarré dès 6h du matin pour cette vingtaine de pompiers mobilisés. Un important dispositif déployé en coopération avec la gendarmerie, soutenu par des riverains venus bénévolement prêter main forte avec des bateaux et scooters des mers. Nous avons prévu aujourd'hui un dispositif similaire à celui d'hier, mais renforcé, en mettant en place 3 secteurs. Un secteur maritime, un secteur terrestre et un secteur aérien. Donc nous avons des moyens sapeurs-pompiers assez conséquents. Nous commençons les recherches à partir de maintenant en interservice avec le moyen de l'hélicoptère de la gendarmerie, le bateau de la douane, de la gendarmerie également. Enfin, sur plusieurs moyens en interservice pour essayer de rapidement retrouver les victimes. Ces recherches, qui se sont poursuivies intensivement jusqu'au milieu de l'après-midi, n'ont malheureusement pas été fructueuses. Selon Météo France, les courants observés depuis hier auraient dû faire dériver les 2 hommes vers le grand cul-de-sac marin, mais ils restent encore introuvables. Nous revenons à présent sur le drame de Blanchette à Gourbert. Il y a quelques jours, une mère de famille a été retrouvée morte dans son véhicule. Selon les premiers éléments de l'enquête, un airbag défectueux serait à l'origine de son décès. L'occasion de nous y intéresser de plus près, car il y a un an, le groupe Citroën rappelait plus de 4000 véhicules pour un défaut de conception des airbags. Y a-t-il un lien? C'est l'enquête de la rédaction. Elle est signée Lydia Quérin avec Jean-Marie Mavounzi. Elle s'en souvient comme si c'était hier. De cette nuit du 21 mai 2022, Marie-Denise a tout gardé. Sa fille aînée était au volant de sa voiture. Elle avait emprunté ma voiture, la Citroën C3, et sa voiture était garée, comme vous voyez là, juste à cette place-là. Depuis 1 an, cette famille tente de se reconstruire en vain. La vie s'est comme figée. Depuis ce fameux jour, depuis cet accident de voiture. Elle était en direction de l'Alliance, en fait. Elle était sur le chemin du retour pour venir à la maison quand l'accident s'est produit. Il n'y a pas eu de collision, il n'y a pas eu de perte de contrôle. Elle conduisait, mais simplement que l'airbag était défectueux à ce moment-là. Donc le projectile est sorti de l'airbag, donc ça l'a perforé le thorax. Simona décédera le lendemain de ses blessures. Elle avait 26 ans. Après 2 autopsies, l'expertise sur la cause de sa mort se précise, airbag défectueux. Normalement, l'airbag, c'est quelque chose qui est censé vous protéger, pas vous tuer.
On ne pense jamais qu'à un moment, qu'un airbag peut vous tuer. À aucun moment, personne ne peut penser à ça. Donc ce soir-là, ça a été le chaos en fait. Cette année, j'ai des examens et c'est pour ça que là, je vois des psychologues et je suis sous médicaments et tout ça parce que c'est que je fais des malaises souvent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, mais on essaye de faire avec. Sur cette image, on aperçoit l'impact sur le pare-brise de la voiture de la victime, une Citroën C3 de couleur blanche. Il s'agit du même type de véhicule, même constructeur automobile et modèle, impliqué dans le drame de Gourbert, il y a quelques jours. Selon les premiers éléments de l'enquête, là encore, un airbag défectueux serait en cause. Alors, y a-t-il un lien entre ces deux affaires? C'est ce que nous avons voulu savoir. Mai 2022, le constructeur automobile DS et Citroën lance une campagne de rappel. Sur ce communiqué que nous nous sommes procurés, le fabricant mondial d'airbags leur informe qu'un défaut de construction pourrait rendre ces airbags défectueux. Plusieurs modèles de la marque sont alors concernés, C3, C4, DS3, DS4 et DS5, produits entre 2010 et 2017, soit au total 4 789 véhicules en Guadeloupe. Pour ce garagiste, les impacts retrouvés sur ces voitures pourraient bien correspondre à un airbag déficient. On parle d'un déploiement à plus de 300 km/h et comme on parle d'explosifs, on parle de 80 degrés de chaleur d'un coup. Donc vous comprenez bien que quand ça explose et qu'il n'y a pas eu de choc, ça peut causer des dégâts. Par mesure de sécurité, il préconise une révision décennale de l'airbag sur tous les véhicules. Lors du contrôle technique qui se fait tous les 4 ans, l'airbag, en fin de compte, si le voyant n'est pas allumé, il n'est pas considéré, même si réellement il ne fonctionne pas, ce n'est pas considéré comme une contre-visite. La seule manière de contrôler un airbag, c'est de le faire contrôler chez un garagiste. La moyenne, c'est tous les 10 ans. Contacté, Citroën Guadeloupe assure suivre les procédures de campagne de rappel de véhicules décidées par le constructeur Stellantis. Par ailleurs, Citroën n'est pas le fabricant des airbags mis en cause. Selon nos informations, 3 personnes seraient décédées en Guadeloupe après l'explosion d'airbags défectueux. Justice en bref, maître Hélène Bessy a été mise en examen pour travail dissimulé et fraude fiscale et sociale. Le juge d'instruction a demandé sa suspension. Par ailleurs, l'avocate de Samuel Kraï, impliquée dans l'affaire des grands frères, est toujours poursuivie pour avoir transmis un téléphone portable à son client en prison. Elle sera devant le tribunal correctionnel en juin pour cette affaire. Un délai supplémentaire pour la délégation de services publics actuelle des communes de Dé et Lamentin. On parle de la distribution d'eau potable. Le comité syndical du SMGEAG qui s'est réuni ce vendredi a rendu sa décision et a accordé une prolongation de 6 mois aux prestataires pour assurer la gestion jusqu'au 30 juin 2024. Donc, il faudra ensuite plancher à nouveau pour décider du mode de gestion, régie ou DSP, comme nous l'explique Jean-Louis Francis, que le président du syndicat SMGEAG. Il est interrogé par Christian Danca. Alors, c'était déjà la volonté des communes, c'est celle que nous avons exprimée à travers notre décision d'aujourd'hui, la volonté de la population et la volonté de nous tous qui sommes des responsables aujourd'hui en matière de gestion d'eau et d'assainissement. Il y a ce mode de gestion en DSP, il y a ce mode de gestion en régie. Les deux doivent pouvoir doivent se combiner et permettre de porter des réponses à notre population. Il y aura une consultation qui sera faite, une consultation avec des attendus, avec un cahier des charges différent pour qu'il y ait une proposition de DSP au profit de ces communes qui ont été citées. Un constat à présent, le parc de logements sociaux est insuffisant en Guadeloupe. Il existe une loi, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose pourtant aux villes à disposer d'un nombre minimum de logements sociaux. La préfecture de Guadeloupe vient de publier une liste des communes qui feront l'objet de prélèvements pour non-respect de cette loi. Et elles sont 10, les précisions d'Olivier Lancien. 6 communes de Grande-Terre et 4 communes de Basse-Terre sont concernées. Au total, ces prélèvements pour non-respect de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain se montent à plus de 877 200 €. Ces amendes reflètent le déficit en termes de logements sociaux pour notre archipel. La Riviera du Levant pêche par un déficit criant pour ceux qui en ont le plus besoin.
3 communes de cette communauté d'agglomération sont sévèrement ponctionnées. Elles sont dans le haut du classement. Gosier va payer la plus forte somme avec plus de 258 000 euros, suivi de Sainte-Anne, 138 600 euros, et Saint-François, 129 547 euros. Les communes du Sud Basse-Terre de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes paient aussi, mais dans une moindre mesure. Trois-Rivières, Baïf, Vieux-Habitants. Aucun bassin de population n'est épargné. Le Nord Grande-Terre compte 3 communes mises à l'index. Mornalo, Petit Canal et Le Moule. Dans le Nord Basse-Terre, Petit-Bourg fait figure de mauvais élèves. Ces sommes prélevées sur le budget de ces communes seront affectées à l'EPF de Guadeloupe, l'établissement public foncier de l'archipel qui se donne pour objectif d'augmenter l'offre en matière d'habitat. 17 personnes sont mortes sur les routes de la Guadeloupe depuis le début de l'année. Arrêtons-nous ce soir sur une portion réputée dangereuse, la départementale 25 à Morin, dans la commune de Saint-Claude. On a déjà enregistré 3 accidents mortels. Les riverains et l'association Morin 92 ont fait part de leurs inquiétudes à la municipalité. Le reportage de Thierry Philippe. La D25 de Morin, c'est le danger à chaque coin de route. Elle est sinueuse et à chaque virage, son lot de surprises. Ajoutez à cela une vitesse limitée à 50 km/h non respectée par certains automobilistes. Cette portion de route de 3,5 km totalise à ce jour 3 accidents mortels. Pourtant, Karine, une habitante du quartier qui n'a pas encore son permis de conduire, marche sur le bas-côté pratiquement au quotidien, frôlée par le danger permanent des véhicules lancés à forte vitesse. Je descends tout le temps la peur au ventre parce que je me dis c'est pas possible, il n'y a pas de trottoir. Et puis voilà, donc du coup je me retrouve dans des situations à parfois de faire du stop. Face au péril croissant inhérent à ce trajet, l'association Morin 92 s'est rapprochée des riverains dont l'inquiétude est croissante et les témoignages poignants. J'ai dû assister récemment à l'accident qui a eu lieu, l'accident mortel, je précise, qui a eu lieu justement à la place où vous êtes. Et c'est un septagénaire qui descendait, le virage que vous voyez juste derrière moi. Franchement, pas de panneau de signalisation, de limitation de vitesse. Et je vais quand même ajouter, le plus important, c'est la multiplication des accidents sur cette route. La route de Morin compte sur son trajet 48 sorties dangereuses, souvent sans aucune visibilité. La sortie de Ernest Dachard, c'est très compliqué. Et pour sortir, on est obligé d'écouter pour savoir s'il n'y a pas de voiture qui arrive en bas, quoi. Les sorties des lotissements ne sont pas les seules concernées par ce problème de sorties dangereuses. La zone industrielle de Morin est elle aussi soumise à cette contrainte de va-et-vient incessant de véhicules. Il faut vraiment avancer le nez de la voiture pour vraiment voir l'axe des deux côtés. Et une fois qu'on a vu, on se retrouve déjà à la moitié de la voie. La municipalité de Saint-Claude, présente à la dernière réunion de l'association Morin 92, a fait le point avec les habitants de Morin. Madame le maire, Madame Lucie Wekmir, a interpellé effectivement le département, en l'occurrence son président, et les routes de Guadeloupe, afin de pouvoir peaufiner une réflexion et voir quelles sont les marges de solution. La route de Morin a été ouverte au second semestre 1976. Elle joue un rôle important concernant le délestage du quartier de Petit Paris à Gaillard-Saint-Claude. Elle permet d'emprunter le nouveau pont de Marsouin en direction de Goubert. Sa fréquentation est devenue exponentielle en 2019 suite à la réouverture de ce nouveau pont à cette date. Un nouveau salon Guadeloupe Expo a ouvert ses portes au Palais des Sports du Gosier. Il accueille tout au long du week-end plus d'une centaine d'exposants. Et vous allez voir qu'on y trouve un peu tout, bien-être, maison ou encore agro-transformation. Une opportunité pour les petits artisans et de bonnes affaires pour les visiteurs, comme nous le montre ce reportage de Bruno Pensiovillon et Ludovic Guédu. Nous sommes très contents parce qu'effectivement la culture haïtienne n'est pas assez connue en Guadeloupe et donc c'est un avantage pour nous justement d'être présents sur le salon pour pouvoir proposer pas mal de petites choses, donc notamment le henné, les ventes de produits et de vêtements indiens. L'Inde, composante importante de l'archipel guadeloupéen, est mise à l'honneur sur ce salon. Le Guadeloupe Expo, le salon des salons, offre sur 5 journées 3 domaines d'exposition, la maison, le bien-vivre et l'artisanat. Ça nous permet de mettre en avant les artisans, de leur faire une offre
je dirais, intéressante en termes financiers, puisqu'ils ont des moyens qui sont beaucoup plus faibles que la plupart, et d'avoir une présence et une visibilité pour leur économie et puis pour l'économie guadeloupéenne. Parmi les 120 exposants, de nombreux artisans sur des stands dédiés au savoir-faire local, où des produits comme la farine de manioc ou encore l'huile de coco sont mis en avant. L'objectif premier, c'est de mettre en avant le savoir-faire, parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le temps évident de se faire connaître sur certains types d'événements, par rapport au coût, par rapport à ce qu'on peut proposer comme produit, et en sachant qu'aujourd'hui, tout le monde cherche tout ce qui est bio, tout ce qui est local. Donc, pour nous, c'est important d'être présent ici pour se faire connaître et surtout faire savoir ce qui existe en Guadeloupe et ce qui se fait de plus en plus. Entre découverte et dégustation, cette première édition du Guadeloupe Expo donne une réelle place à l'artisanat. Alors hâtez-vous, fermeture des portes ce dimanche. De la voile à présent et cette arrivée à Gustavia après 18 jours de mer. Loïs Béréard et Charlotte Yvain sur Skipper Massif viennent de remporter la 16e édition de la Transat entre Concarneau et Saint-Barthélemy. La première courue avec des duos 100% mixtes. Le reportage à Saint-Barthélemy d'Éric Stimfling. Skipper Massif s'est offert une arrivée au cœur de la nuit. Le Figaro 3, barré par Loïs Béréard et Charlotte Yvain, a coupé la ligne à 2h03 en rade de Gustavia. Le duo termine cette transat en 18 jours, 19h01 et 33 secondes. Après moins de 6 mois de préparation, Loïs et Charlotte s'offrent ainsi leur première victoire majeure. Moi, j'ai jamais vécu ça en bateau à l'échelle de l'Atlantique. Faire un match aussi serré, c'était incroyable. Et je suis bien content de faire découvrir Saint-Barth à Charlotte et en winner, c'est parfait. Il y avait du match, la bagarre était super belle, c'était dur comme course, mais c'était super et moi je suis hyper contente d'arriver là pour ma première transat en première position et avec Loïs en plus c'était top. Arrivé seulement 16 minutes plus tard, Région Bretagne CMB Performance décroche la 2e place. Gaston Morvan et Anne-Claire Lebert ont pourtant failli abandonner après un choc avec un objet flottant non identifié. Alors forcément, le duo est déçu. Le premier gagne, le deuxième perd, les autres participent. Non, ouais, on est content de cette 2e place, un peu déçu de ne pas être les premiers évidemment, mais on a fait une belle course. Voilà, il faut un peu de réussite, on en a un petit peu manqué aussi, donc sans regret, on a tout donné. On est toujours un petit peu déçu d'arriver second, mais après c'est notre première transat et bon, maintenant on est arrivé, seconde place et super bien, c'est une super course. On s'est régalé, c'est le plus important. Corentin Auro et Pauline Courtois complètent le podium. Les skippers de Mutuelle Bleu terminent 1 heure à peine après les vainqueurs. Un regret tout de même, l'absence d'un équipage portant les couleurs de Saint-Barth. Une absence que Xavier Lédé espère bien réparer dès la prochaine édition. On en a parlé, un binôme Saint-Barth-Concarneau avec Marc Bigot, le maire de Concarneau. Un binôme de Saint-Barth, pourquoi pas. En tout cas, oui, on va travailler à faire en sorte d'avoir des équipages de nos deux territoires et, si possible, en binôme. 9 heures plus tard, l'ambiance a quelque peu changé. Edenred vient s'amarrer au quai Général de Gaulle devant une foule quelque peu clairsemée. Basile Bourgnon et Violette d'Orange terminent à la 8e place. 3 autres bateaux sont attendus dans les prochaines 24 heures ici en rade de Gustavia et c'en sera terminé de cette première transat 100% mixte qui n'aura au final réuni que 11 équipages. C'est peu, très peu, surtout pour une épreuve comptant pour le championnat de France élite. Pour autant, cette formule mérite d'être maintenue et soutenue car elle constitue l'une des rares portes d'entrée pour les jeunes femmes désireuses de se lancer dans la course au large. Explorons à présent le cœur de notre archipel et ceux qui le font battre. C'est chez vous nous conduit à Sainte-Anne ce soir, là où un maroquinier qui a travaillé pour les plus grandes maisons de couture a ouvert son atelier. Christian Désiré ou la passion du cuir. C'est un reportage signé Marilyn Plaisir, Mickaël Bastide et Jean-Luc Élysée. Sainte-Anne, ses côtes sableuses bordées de verdure, un décor de carte postale qui nourrit l'imaginaire d'un homme. Christian Désiré n'est pas un peintre, c'est un maroquinier qui a travaillé pour les plus grands noms de la haute couture française. Il a fait son retour au pays il y a plus de 15 ans.
comme on est dans les montagnes là, ça peut vraiment l'idée, tu vois, en coupe à sac, tu vois, quand il a monté, il a fait un petit vague, tu vois. Alors, il peut vraiment l'idée, on peut faire un fermoir, on peut faire un rabat, c'est ça que là. Pour côté cela aussi, il peut vraiment notre vibration, tout ça aussi c'est important pour nous savoir comme quoi. Et sans ça, on veut faire, il faut venir prendre un petit bras à l'extérieur. Là, quand on voit à cette table-là, on a fabriqué des ceintures pour Chanel. On a environ 200 ceintures à faire. Il faut être obligé de travailler la nuit. Hein. On travaille pendant 10 ans à Chanel, 10 ans. Et on continue pendant de travailler à Chanel le soir, mais dans la journée, on a travaillé dans notre boîte à Paris, on a fait pendant plus de 17 ans. Et cela nous a fait de la sous-traitance aussi avec Dior, Swarovski, Chanel, Ungaro aussi. Ça, c'est la peau d'une vache, hein, la peau naturelle, une vachette naturelle. Avec ça qu'on peut aussi faire des ceintures. Et ça, c'est du porc velours. C'est une peau, on appelle le porc velours. C'est aussi avec ça qu'on peut faire des sacs. Alors là, ça, c'est du poulet, mais c'est du cuir que je fabrique les ceintures avec. C'est grâce à madame là que mon souffle a créé la matière. Il était qu'à faire pochette aussi, il était qu'à coudre la matière. Et puis on était toujours à regarder ce qu'il fait, qu'à initier moi ça, qu'à voir ce qu'il fait. Pour les aiguilles bien placées sur la matière première là. Et puis aussi, si ça maîtrise la machine là, automatiquement, on sait qui côté pour pointer. Alors, il suffit que les aiguilles rentrent en cuir là, c'est nouveau. Si vous avez mal fait, c'est fini. Ça. Pour cacher le bon front de la ceinture que j'ai découpé, il faut passer cette teinture tout autour de la ceinture. C'est important pour pouvoir avoir une bonne finition. OK? Moi, on y a l'amour dans ce café. Et moi, je cuire, moi, je toucher ça. Et puis, ça a toujours resté dans la mémoire. Moi, hein. Pour aimer ça ou envie de faire dans la vie, on ne peut pas rentrer dans la maroquinerie. C'est quelque chose qui c'est ça m'a demandé au moins pas 1 an ni 2 ans, ça m'a demandé moins plus de 30 ans de métier. À Chanel, ça va moins plus précision, avoir plus finition. Aussi, c'est important de savoir finir une ceinture, poupée ça qui j'en poupée aborder, mettre en rivet, mettre en pression. Ça va moins plus envie de continuer encore plus dans le métier de la maroquinerie. Christian Désiré met les bouchées doubles pour terminer plus de 150 pièces et accessoires de maroquinerie pour les vendre au festival Terre de Blues de Marie-Galante. Et partout où il se rend dans la Caraïbe, eh bien, il cherche à faire connaître son savoir-faire et un métier qui disparaît. C'est le début des restitutions de créations hybrides. Ces résidences d'artistes ont été lancées l'an dernier par le département pour favoriser l'accompagnement des artistes et soutenir leurs projets. Ces résidences de création sont inscrites au programme du rendez-vous annuel mémoriel For Enfants Me et sont dédiées, vous l'avez compris, à la musique, à la danse, au théâtre et aux arts plastiques. 54 artistes sont répartis sur plusieurs sites. On va retrouver tout de suite ce soir à l'Armée pour l'ouverture Madame Catherine Blondeau, la sous-directrice des politiques culturelles au département. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct. Avant tout, ces synergies artistiques sont-elles faciles à mettre en œuvre ? Pas facilement, non. Pas facile de mettre tout ça en œuvre parce que ce sont des individus différents, des pratiques différentes, des disciplines différentes, des intérêts différents et il faut harmoniser tout cela. Il s'agit de mettre en œuvre, mettre en valeur des sites comme par exemple l'Aramée ce soir.
Effectivement, nous sommes sur un cycle de 5 sites, dont l'habitation Laramée, le fort d'Elgrès, Beauport, l'habitation Murat, le fort Fleur d'Épée. Et non seulement le but des créations hybrides, c'est de valoriser ces sites patrimoniaux, mais c'est aussi de mettre en valeur toutes ces disciplines qui ne demandent qu'à s'épanouir à travers le talent des créateurs. Un artiste divertit, mais il éclaire aussi les consciences en gardant par exemple cette mémoire vivante. Oui, vous savez, l'artiste, il est plongé dans sa réalité. Il est sans cesse en questionnement. Il doit trouver des pistes, non seulement pour ouvrir sa création, mais pour se faire comprendre de ses publics. Là, nous sommes en pleine période de création, en pleine période de mémoire, et il s'agit pour ces artistes-là de faire entendre ce qu'ils ont à dire sur cette période-là et sur les commémorations en général et plus généralement sur la liberté. Merci beaucoup Catherine Blondeau d'avoir été en direct avec nous. Et ce soir en ce moment, eh bien, c'est Conscience, le travail de plusieurs musiciens, notamment Pascal Mazamba ou encore Éric Delblond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, c'est la découverte du corps d'un des 3 marins disparus hier au large de Capesterre. Le propriétaire du bateau qui a chaviré aurait été identifié. Les recherches qui se sont poursuivies aujourd'hui ont été suspendues en milieu d'après-midi. 2 hommes restent introuvables ce soir. Dans un instant, votre journal créole préparé par Jackie Massico. Les matinales demain matin en radio, c'est avec Peggy Robert. Nous, on se donne rendez-vous demain soir à 19h30. Très belle soirée à tous et merci. L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr.